Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue pour une vidéo... Allez, je veux envie de renouveler un peu le contexte et le concept. On va appeler ça une uchronie. Alors, qu'est-ce quoi ce mot barbare? L'uchronie est un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification d'un événement du passé. On parle aussi d'histoire alternative. L'histoire alternative est en plus de la définition, on va dire, anglaise du mot uchronie. Alors, l'uchronie, il s'agit simplement de créer un événement historique qui ne s'est absolument jamais déroulé, en aucune manière dans les dates écrites. C'est juste une histoire vraisemblable, mais qui n'a jamais eu lieu. Alors, ne vous précipitez pas sur vos claviers pour dire que je raconte n'importe quoi pendant la vidéo. Je suis parfaitement conscient que cette bataille n'a jamais eu lieu. J'avais juste envie de faire quelque chose d'un petit peu spécial, d'un petit peu sympa. Si l'idée vous plaît, ben, je la referai à l'occasion quand les circonstances s'y prêteront. D'ici là, ben, écoutez, bon visionnage et à tout de suite après les écrans de la bataille. Nous sommes le 7 juin 1942 et nous commençons ce qui s'appellera, ce que l'avenir retiendra comme étant la bataille du cratère englouti. Pour l'instant, nous suivons cette bataille à bord de l'Edinburgh. L'histoire retiendra également que cet Edinburgh était sous le commandement du commandant Paulon, qui a déjà quelques beaux exploits à son actif. Le commandant Paulon qui fait équipe avec le Richelieu du commandant Falco, lequel Richelieu doit assurer ses arrières, chaque cuirassé ayant se sent vu attribuer en début de bataille un croiseur à protéger, ou du moins donc à assurer les arrières. Et comme vous pouvez le constater, le commandant Paulon se dirige à un endroit stratégique où il va pouvoir éventuellement lui-même assurer les arrières de ses torpilleurs et contre-torpilleurs. Il a repéré Leningrad et malgré les ordres, le commandant Paulon choisit de rentrer à l'intérieur du cratère englouti afin d'aider le Gajah Mada et le Mas qui ont pour objectif effectivement de se saisir de ce point éminemment stratégique. L'objectif affiché du commandant de l'Edinburgh est de s'occuper de Leningrad. Il essaie d'échapper à la vue du Myoku, qu'il ne l'a pas encore repéré. Alors, il s'arrête, vous voyez qu'il ne tire pas, tant qu'il n'est pas dans son nuage de fumée. Et là, il va pouvoir faire un petit peu de dégâts. Et voilà le Anglais. Le Anglais qui est comme l'Edinburgh, un navire, un croiseur léger, au rideau très rapide. Ah, les torpilles ont été bien lancées. Ils sont probablement, vu que c'est 2-7-2-3, c'est peut-être ça de Myoku. Falco, lui, est parti plutôt vers A, mais garde ses tourelles tournées vers point. Alors que là, le Leningrad... Ah oui, d'accord. Le Leningrad qui vient de couler son allié, qui a coupé la route de ses torpilles. Et dans la foulée, il a coulé également le Gajah Mada, qui est l'allié du commandant
Polon. Ah, du coup, il a fait 2 kills. Polon qui reste bien caché. Il sait que le Leningrad va apparaître, est obligé d'apparaître. Sans doute a-t-il été perturbé par cette torpille amie qu'il a infligée au croiseur qui était là pour le protéger. Et le commandant du Leningrad va commettre une erreur psychologiquement atteint, je présume. Voilà. Parfait. De Edinburgh, associés aux masses, se sont assurés pour l'instant ont sécurisé l'intérieur du cratère englouti. Malheureusement, c'est au prix assez sévère d'avoir été repéré par le Myoku. Ça y est, n'est plus repéré. Il devrait être à peu près tranquille et pouvoir capturer sans difficulté, en tout cas, surtout ne pas tirer, ne pas se faire repérer. Et pendant ce temps, au loin, on voit que le Richelieu revient, patrouillant, toujours à être assuré des arrières de Lillenberg. Ah, ça tombe très bien, le Myoku était à petite vitesse, il a accéléré d'un coup, il sera difficile de toucher. Voilà, là on réussit à lui mettre un petit coup au but. Quand les ordres de l'état-major sont très clairs, Lillenberg ne doit pas rester à l'intérieur du cratère. Il doit éviter à tout prix d'être la cible des cuirassés qui vont forcément descendre. Qui attendent de se mettre tous dans la même direction pour pouvoir pousser sur B. Or, Lillenberg ne pourra en aucun cas être... et ne peut pas être considéré comme une force suffisante pour protéger B contre la poussée de 3 cuirassés. D'ailleurs, c'est simple, hein, dans B, il n'y a que 3 croiseurs et un destroyer, ce qui est totalement insuffisant, notoirement insuffisant. Joli jet de torpille, probablement du Myoku, encore une fois. Non, c'est pas le Myoku, ça. Et là, il va s'en prendre. Pas moindre mal. Si, c'est probablement le Myoku qui a cette Vraiment, Lillenberg va finalement décider de quitter le point, le centre du cratère. Il garde un œil sur ses rivaux. Bien sûr, le fait de rester silencieux fait qu'il a disparu des radars ennemis et va pouvoir quitter le cratère comme c'était prévu. Et du coup, Falco, qui a pas fait beaucoup de dégâts, se voit contraint de partir en première ligne, là où il y a quand même 3 cuirassés qui sont amalgamés, et ça risque d'être un peu chaud pour lui. Il va prendre d'assez gros risques maintenant. En même temps, sa deuxième raison, c'est de venir protéger. Voilà, le Varchpé commence à descendre et il n'est pas très loin du cuirassé, du porte-avions allié. C'est une façon comme une autre de se mettre d'attirer le focus sur lui pour éviter que le porte-avions soit attaqué. Le problème, c'est qu'il prend... Voilà, il prend très très cher. Et c'est sur lui que les escadres offensives du porte-avions vient. Et il s'en tire bien. Il ne prend qu'une torpille, peut-être 2. Allez. Voilà. Joli dodge.
très joli dodge. Franchement, très bien. On retourne. Bah, Polo pour l'instant est un petit peu coincé. Il peut pas changer de place sans se mettre sous le feu ennemi. Et Falco, pour pouvoir faire des dégâts, il est obligé de se mettre lui aussi sous le feu ennemi, et c'est pas terrible comme perspective. Hein. Du coup, nous revenons à bord de l'Edinburgh alors que celui-ci quitte le cratère comme les ordres le stipulaient. Il vient en interception des deux croiseurs qui essayent de poursuivre le porte-avions et le Richelieu d'ailleurs. Le croiseur en question attend le Graf Spee le mieux coup. Le Graf Spee va probablement subir les foudres de... Voilà, le Mas a fini le Graf Spee. La seule menace immédiate pour l'instant c'est celle du Nuku. Et encore une fois, l'Edinburgh l'a très bien compris. Et il oblige effectivement le navire ennemi à faire une manœuvre de fuite, d'autant qu'un cyclone rend maintenant très compliqué l'acquisition des cibles. Du coup, fort du soutien d'un Richelieu et aussi d'un Bismarck, l'Edinburgh part en avant-garde à la poursuite du Myoku. Fort, effectivement, de ce soutien des deux cuirassés, mais aussi du cyclone. Il sait que le Myoku va probablement tenter une manœuvre de contournement, profiter aussi de cette furtivité un petit peu miraculeuse, parce que le Myoku n'est pas très furtif. Et là, le cyclone lui permet effectivement de pouvoir envisager un mouvement de contournement, mais un mouvement de contournement qui est très illusoire. Attention, il a vu le Myoku, le voilà. Et le voilà, c'est bien ce qu'il pensait. Il tente un mouvement de contournement un peu absurde, hein. Mais il semble avoir gardé en tête l'idée d'aller chercher le porte-avions, lequel porte-avions est déjà parti depuis très longtemps. Première citadelle. Elle oblige le Myoku à nouveau reculer, mais attention, le Myoku est dans une position où il peut larguer ses torpilles. Donc voilà, les torpilles en question. Elles ont été tirées plutôt vers le Richelieu. Le Myoku qui avait chaussé ses HE, donc preuve qu'il envisageait plutôt d'affronter un Richelieu ou d'espérer tomber sur le porte-avions. Il y a de fortes chances qu'il n'ait pas compris que le porte-avions soit beaucoup plus loin. Il doit le penser plus proche. À nouveau, un coup d'hydro. Ah, Myoku va s'échapper. Il tourne et il est en position dans ses torpilles. Il faut faire attention. Torpille à midi.
Voilà, les torpilles. 2-7, 2-3. Torpille droit devant. Des torpilles très très mal tirées. Tirées pratiquement dans le même azimut. Ils avaient quasiment aucune chance. Le voilà, Nyoku, là. Polon, là, comment dirais-je, est en train de le pilonner, littéralement. Il lâche pas sa proie. Et le porte-avions ennemi, lui, lui fait du dégât sur un duo assez bien loti en entière. C'est assez curieux. Enfin, il essaye peut-être aussi de sauver son Myoku. Hein. Par contre, ce tir est assez sympa. Aïe, raté. Là, les torpilles sont bien tirées. Bravo. Croiseur ennemi détruit. Belle entente entre les deux, mais ça ne va pas empêcher Falco d'en prendre une, voire deux. Non, une peut-être. 0 aussi, c'est possible. Et la voie d'eau qui va bien, comme d'habitude. Du coup, ben, il y a un mouvement tournant à faire de la part des deux, là, Hindenburg et le Richelieu. À nouveau, l'Hindenburg s'élance en avant-garde du Richelieu. D'autant plus plaisant que, effectivement, le Richelieu a besoin, il est aveugle avec ce cyclone. Et là, le fait que l'Hindenburg soit à l'avance permet de contrebalancer ce handicap. Nagato en vue. On a entendu les canons du Richelieu. Au loin. Ah, Nagato qui doit regretter là. Hein. Il est tombé sous les feux croisés du Richelieu et de l'Hindenburg. Et même s'il y a le Bismarck qui arrive, il va y avoir... ça c'est une jolie salve du Richelieu. Et ce mouvement tournant pourrait finalement jouer un mauvais tour à un cuirassé. Il me semble que c'est un cuirassé qui est là. Retournons voir ce que fait Polon. Ouais, c'est un Nagato. Citadelle. J'ai préféré rester sur le Richelieu, finalement, et j'ai eu raison. Et allez, boum, à nouveau. Là, on voit toute la puissance du Richelieu.
Et Polon fini. Donc cette fois on va retourner voir Polon, pendant que le Richelieu va probablement partir sur C. Il faut absolument qu'ils aillent caper. Ce passage de furieux leur a permis de revenir au score, mais n'aura pas permis de se mettre à l'abri d'une mauvaise surprise. Alors il faut caper, soit C, soit B, très très vite. Emporté par son élan, il préfère partir vers le sud. Et les ennemis sont toujours maîtres du champ de bataille. Ils ont le cratère au centre. Ils maîtrisent pour l'instant les données là-dessus. Et malgré la perte de l'Alabama, ils gardent encore la main. Il faut que le Richelieu se précipite vers B, capture B, pendant que Polon et ses torpilles puissent éventuellement faire des dégâts au sud, dans une sorte de mouvement de mâchoire, même si il n'y a plus que ces deux navires pour faire ce mouvement de mâchoire. C'est un peu léger, mais bon. Il y a l'effet de surprise. Ennemi qui a repris l'avantage. C'est une bataille assez tendue. Ah, il a pris le risque de se faire repérer, mais en même temps, c'était volontaire. Il fallait que l'ennemi se montre. Il faut ressortir un navire indispensable. Et Lindbergh a du mal. Il doit nous voyer en évitant les... Voilà, c'est Richelieu qui l'a sorti. La bataille de ce cratère englouti va finalement s'achever par une sorte de passe d'armes qui va résumer en fait ce qu'est cette bataille. Naturellement, il n'est pas question pour l'Edinburgh de se montrer, de se mettre de face. Il faut qu'il passe derrière le Richelieu, qu'il se camoufle, qu'il ne soit pas repéré. Sinon, le Richelieu ennemi aura trop fait de le sortir. Quel Richelieu ennemi commet l'erreur de le négliger, de se focaliser sur le commandant Falco. Passons voir ce qui se passe avec Falco. Et beaucoup de bones et de surpénétration. Richelieu qui va probablement éviter les torpilles de Hindenburg. Enfin, le jet de bâbord. Celui de tribord, ça risque d'être plus compliqué pour lui.
4e kill. La situation est réglée. Il ne reste plus que le porte-avions ennemi. Un petit retour sur le décompte final. Vous voyez, 104 000 de dégâts pour Falco avec son Richelieu. Et 1 500 000 de tankés. Fin de la bataille. Bravo à tous les deux. Voilà. De retour au port, de retour devant l'Edinburgh, qui est l'un des protagonistes. Alors, pour Polon et son Edinburgh, 5972 points d'XP, 299 d'XP libre. Il me semble que c'est Dreadnought qu'il a obtenu carrément avec son Edinburgh. 106 000 de dégâts, c'est beaucoup. 264 coups au but, 4 navires coulés, une citadelle, 4 coups à la cible, à la secondaire avec l'Edinburgh. C'est pas banal, une aide à la capture. De son côté, Falco fait 104 000, autant, pratiquement autant, hein, 104 000, 106 000. Hein, vous vous rendez compte qu'à eux deux, ils ont fait 210 000 de dégâts sur les ennemis. Lui aussi a Dreadnought, lui aussi a aussi l'achievement expert des combats rapprochés, 4800, non, 4008 d'XP, 201 d'XP libre, 44 coups au but, 2 citadelles de navires coulés, 3 incendies, une base capturée. Les secondaires, c'est 144 coups. C'est juste impressionnant. Revenons au classement. Hein, donc Edinburgh, premier, Richelieu second, avec de ces petits écarts. À noter que le Bismarck, troisième, a fait aussi très fort, avec près de 2000 points d'XP de base. Donc on a eu véritablement une très grosse bataille de part et d'autre. Les ennemis se sont vraiment... les deux équipes se sont vraiment dépouillées pour cette bataille. On reste avec Polon pour voir un peu ses dégâts. Il a parcouru 80 km, ce qui est beaucoup. Il a tanké 969 800, ce qui est beaucoup. Et il a fait 105 000 de dégâts au canon. À noter qu'il n'a pas fait un seul dégât à la torpille, ce qui est très rare pour Polon lorsqu'il est à bord de son Edinburgh, d'un navire quelconque qui tire des torpilles. C'est assez rare qu'il ne mette pas de torpille au but. Voilà, ça c'est tous les dégâts qu'il a pu faire. On revient 28 000 sur un Nagato, 12 000 sur le Bismarck, 10 000 sur le Richelieu, 27 000 sur un Myoko. Vous voyez que c'est un petit peu tout le monde qui a pris, hein, on va dire. Bon, là, il a effectivement un compte premium qui s'est activé pour quelques jours. On revient donc maintenant à Falco, qui est second. Lui, c'est parcouru 78 km, encore beaucoup de kilomètres parcourus. 1 500 000 tankés. Il a fait pour pratiquement 100 000 de dégâts au canon, uniquement à la paix. Et il a mis un incendie, il a mis pour 7 000 d'incendie, avec ses obus explosifs de la batterie secondaire. Voilà. Des dégâts, 9 000 sur le Myoko, 3 000 sur Edinburgh, 47 000 sur le Bismarck, 21 000 sur le Nagato. Ils ont à peu près les mêmes cibles puisqu'ils ne se sont absolument pas quittés. Le truc, c'est qu'ils ont fait basculer la partie qui était mal engagée, simplement parce qu'ils ont eu la sagesse de rester ensemble. Polon a pris tous les risques en faisant du spot avec son Edinburgh, alors que bon, il est quand même très très fragile, et ça a payé, et ils ont ensuite su se séparer quand il a fallu se séparer. Ils ont fait vraiment une excellente bataille. Voilà, j'espère que cette petite vidéo et ce petit concept du chrony vous aura plu. Moi, ça m'a beaucoup amusé. Maintenant, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. On peut faire quelque chose d'un tout petit peu plus fouillé. Hein, on sombrerait, on partirait dans de la fiction plus élaborée, mais pourquoi pas? Ça peut encore se réfléchir. Likez, faites-moi savoir si vous avez apprécié. Et d'ici là, à très bientôt, si vous le voulez bien.